Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, la conférence du 8 mars n'ayant pas pu être filmée, enregistrée, et suite à la demande de certaines personnes, certains d'entre vous, certaines de mes patientes, de pouvoir récupérer ces informations sous forme de slide ou d'audio, j'ai décidé donc de faire une vidéo qui allait reprendre toutes les informations que j'ai pu adresser le 8 mars. Donc, c'est un partage de slides qui sera commenté avec ma propre voix. Bien sûr, on n'aura pas la possibilité de faire quelque chose d'aussi interactif que ce qui s'est passé le jour de la conférence. Alors, nous allons d'abord regarder un petit peu le programme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas... Voilà, excusez-moi. Alors, programme de la conférence, on commencera par d'abord voir c'est quoi la violence faite aux femmes. Qu'est-ce qu'on entend par violence faite aux femmes? On verra qu'il y a différents types de violences dans le monde. Je vous présenterai quelques dates clés, quelques chiffres clés qui sont assez perturbants. Je pense que ce sera important de remettre ce focus-là. Qui sont les agresseurs, qui sont les victimes types? Ensuite, on se concentrera sur la violence conjugale en détail. Finalement, qu'est-ce qu'on retrouve dans la violence conjugale? On verra si vous subissez la violence conjugale. Vous aurez quelques questions qui sont issues du questionnaire en VEV et vous pourrez vous positionner par rapport à ça. Je vous présenterai ensuite le violentomètre. Où est-ce que vous en êtes dans votre relation de couple? On parlera du cycle de la violence en 4 étapes, ce cycle qui a été identifié il y a quelques années, qui permet de voir un peu comment la relation évolue à travers la violence. On verra la différence entre les conflits et les conflits conjugaux et la violence conjugale. On verra pourquoi les femmes restent. Elles sont souvent sous emprise psychologique et on verra c'est quoi les mécanismes de l'emprise. D'où cela vient, et là je vous donnerai mon point de vue vis-à-vis de la thérapie que j'utilise, qui est la thérapie des schémas. On verra la chimie et l'attirance des schémas, les conséquences malheureusement sur la femme et sa santé, et les prises en charge. Alors, c'est quoi la violence? Alors, forcément ici c'était plutôt interactif, on ne pourra pas le faire. Là, j'ai déjà été voir dans le dictionnaire ce qu'on entendait par le mot violence. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot violence? C'est vrai que souvent quand on parle de violence, on pense au meurtre, à la torture, à la criminalité, au terrorisme. Mais aujourd'hui, c'est bien plus complexe que ça, c'est aussi beaucoup plus pernicieux, parce qu'il y a des formes de violence qui sont subjectives, qui sont invisibles pour les yeux, qui sont, effectivement, il y a beaucoup plus de subjectivité. Et donc, c'est aujourd'hui compliqué de savoir ce qui se cache derrière la violence. Alors, quand on tape le mot violence sur Google ou sur le petit Larousse, on a plusieurs définitions. La première, c'est le caractère de ce qui manifeste ou produit ses effets avec une force intense, brutale et souvent destructrice. La deuxième, le caractère de quelqu'un qui est emporté et agressif et qui est susceptible de recourir à une force brutale. Grande agressivité, grande brutalité dans les propos ou le comportement. Abus de la force physique, contrainte physique ou morale exercée sur une personne en vue de l'inciter à réaliser un acte déterminé. Et une agression morale ou physique exercée sur une ou plusieurs personnes. Alors, on va aller voir maintenant un peu plus en détail ce qu'on entend par violence faite aux femmes. Alors, il y a déjà 2 types de violence. On parle de violence objective d'un côté et de violence subjective de l'autre côté. Vous l'avez compris, la violence objective, il y a une notion d'objectivité, c'est la violence qui se voit, c'est celle qui est incontestable, en tout cas qui peut, d'un point de vue juridique, le plus se défendre, puisqu'il y a des marques, il y a des coups, il y a des bleus, en tout cas, elle s'observe. Et puis, à l'opposé, on a une forme de violence qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus pernicieuse aussi, mais aussi plus difficilement défendable, c'est ce qu'on appelle la violence subjective, c'est-à-dire qu'il y a une part de subjectivité. Pourquoi subjectivité? Si vous mettez 10 femmes face au même type de violence psychologique, certaines vous diront qu'il y a violence et d'autres vous diront qu'il n'y a pas violence. Ça va dépendre aussi de l'éducation que vous avez reçue. Si effectivement vous grandissez dans un climat où il y avait déjà une forme de violence psychologique et verbale, vous êtes aussi habitué à ce type de communication et ce qui semble anormal pour une personne va vous sembler normal. Il y a aussi la notion de subjectivité parce qu'en fait, elle n'est pas reconnaissable, difficilement identifiable, parce qu'il n'y a pas de marque en fait sur le corps et on est vraiment sur
sur des blessures de l'âme, des blessures psychologiques. Donc, déjà, il y a ces deux formes de violence bien distinctes, avec une qui est reconnaissable, une qui n'est pas reconnaissable. Celle qui est la plus reconnaissable, c'est forcément la maltraitance physique, la maltraitance sexuelle, où là, on peut faire des constats. Il peut y avoir un médecin légiste, un médecin généraliste qui va constater. Forcément, sous la violence psychologique, ce n'est pas le cas. Et puis, on va retrouver ces deux formes de violence dans trois sphères, la sphère publique, la sphère privée, la sphère institutionnelle. La sphère publique, c'est la sphère sociale, voilà, c'est le métro, c'est les halls de gare, c'est les grands magasins, c'est la rue. Donc, on a une forme de violence qu'on va retrouver au niveau de cette vie sociale. Après, il y a la sphère privée. La sphère privée, c'est la sphère de la famille, du couple. Une fois qu'on a fermé la porte, on ne sait pas ce qui se passe derrière cette porte, tout se passe à huis clos. Et effectivement, c'est là beaucoup plus complexe aussi parce qu'on peut tout à fait être un père de famille idéal à l'extérieur et faire régner la terreur une fois que la porte est fermée. Et puis, il y a tout ce qui est sphère institutionnelle. On va parler aussi au niveau de l'État. Au niveau des institutions, au niveau de l'État, c'est tout ce que l'État autorise et qui est du domaine de la violence faite aux femmes. Alors, concrètement, nous avons dans la sphère publique, on va retrouver le viol, le harcèlement sexuel, les propos sexistes, l'intimidation au travail, le proxénétisme, la prostitution forcée, l'exhibitionnisme. Dans tout ce qui est sphère privée, la violence conjugale, on verra ce qu'il y a derrière la violence conjugale, mais aussi le viol conjugal, le mariage forcé, la grossesse, l'avortement forcé, la mutilation génitale, la violence liée à la dot. Dans certains pays, effectivement, il faut payer pour pouvoir prétendre épouser une jeune femme. Le viol comme arme de guerre, alors on est vraiment sur tout ce qui est sphère étatique, enfin sphère institutionnelle au niveau de l'État. Il y a des violences faites aux femmes qui sont relativement acceptées dans certains pays ou qui ne sont pas défendues. Donc le viol comme arme de guerre, les traites des femmes, l'esclavage domestique. Pas d'accès aux soins, si on prend certains hôpitaux, c'est un grand mot dans certaines régions. Notamment, je parle d'Afrique, il n'y a pas forcément d'hôpitaux, il y a des dispensaires qui sont très peu équipés, des mesures d'hygiène qui sont déplorables. Pas d'accès à la contraception, lapidation aussi dans certains pays qui ne condamnent pas forcément toujours. Voilà ce qu'on entend par violence faite aux femmes dans un cadre plus global. Forcément, en France et en Europe, il y a des choses qu'on va... Voilà, il y a une forme aussi de violence, mais on ne va pas retrouver d'autres formes de violence qu'on retrouve dans certains autres pays du globe. Alors, je vais vous parler un peu d'histoire et de statistiques. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus sympathique à voir, mais c'est important. Je pense que c'est important. Alors, je n'ai pas pu vous mettre forcément toutes les dates clés, tous les chiffres clés, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai mis celles qui, moi, me semblaient les plus importantes. Alors, en 1945, l'ONU affirme enfin l'égalité homme-femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'accepter que les femmes aient des droits fondamentaux au même titre que les hommes, c'est-à-dire au niveau de leurs valeurs personnelles, de la dignité. Le problème, c'est que cette affirmation n'a pas été reconnue, en tout cas mise en application, avant 1979, c'est-à-dire il y a 43 ans. Donc, à l'échelle de la Terre, c'est des petites poussières. Donc, ça montre que l'attention portée aux femmes et à leurs droits fondamentaux date d'il y a hier, en fait. En 1980, la question de la violence envers les femmes émerge au niveau de la société, au niveau du foyer. En 1993, déclaration de l'ONU sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Donc ça, c'est au niveau international. Maintenant, on va voir au niveau de la France. 1944, les femmes obtiennent enfin le droit de vote. Donc, c'est nos mères, c'est plutôt nos grands-mères, nos mères et nos grands-mères. 1980, le viol est reconnu comme crime. 1982, remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. 1989, on a enfin lancement des premières campagnes contre la violence conjugale. 1990, reconnaissance du viol entre époux, viol conjugal. 97, première enquête nationale sur les violences envers les femmes. Donc, c'est cette fameuse enquête Envers dont on va voir un extrait tout à l'heure. 2006, l'âge légal du mariage est fixé à 18 ans. 2007, mise en place du 3919, c'est donc le numéro d'appel pour la violence conjugale. 2008, reconnaissance du harcèlement sexuel et moral comme discriminatoire et sexiste. 2018, le délai de prescription pour les crimes sexuels est étendu à 30 ans. 2019, premier Grenelle à Matignon contre les violences conjugales. Et en 2019, mise en place des bracelets électroniques anti-rapprochement.
Voilà quelques dates clés qui montrent qu'à l'échelle de la Terre, où l'attention effectivement portée aux droits fondamentaux des femmes, ben tout ça, c'est très récent en fait, hein. Voilà, très très récent. Alors, quelques chiffres clés assez poignants, perturbants aussi. Une femme sur 3 dans le monde subit des violences physiques ou sexuelles. Une femme sur 2 est tuée par un conjoint ou un proche de la famille dans le monde. 200 millions de femmes ont subi une mutilation génitale. 700 millions de jeunes femmes mariées de force avant l'âge de 18 ans, ça fait 15 millions chaque année. 60 millions de jeunes filles subissent un viol à l'école ou sur le chemin de l'école. En France, c'est tous les 3 jours qu'il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint. C'est entre 100 à 140 femmes par an. Ça a diminué un peu cette année, tout en sachant qu'il y a eu une recrudescence de violence à cause de la Covid et à cause du confinement. 100% de femmes harcelées dans l'espace public et les transports. Ça veut dire que si voilà, pendant la conférence, il y avait peut-être, je sais pas, une cinquantaine de femmes, et bien peut-être, voilà, vous avez toutes, au moins une fois dans votre vie, été la cible d'une remarque sexiste, de gens qui sont venus se coller à vous, voilà, de remarques inappropriées, etc. 22 000 femmes subissent violences physiques et sexuelles ou sexuelles, 15% seulement porteront plainte. Pourquoi? Parce qu'il y a la honte et la culpabilité aussi. Et enfin, il y a 3 viols toutes les 3 heures en France. 84% des victimes sont des femmes. Une femme sur 10 est victime de violences. Et 88% en fait 88% des agresseurs sont des hommes. Voilà pour les dates et les chiffres clés qui sont assez parlants, je trouve, de la violence que les femmes peuvent subir dans le monde et en France. Alors, on va se pencher un peu sur l'agresseur type. On va commencer par la victime. Alors, la victime, on pourrait penser à tort que souvent, dès qu'il y a violence, c'est qu'on est dans une classe, un milieu défavorisé, où vont régner l'alcoolisme, etc. Non, c'est tout à fait faux. Ce n'est pas du tout le cas. Tous les milieux sont concernés, tous les milieux sociaux, culturels, tous les statuts. Donc, en fait, on a affaire à tout type de femmes. Pas forcément des femmes uniquement d'ouvriers. Il y a aussi des femmes qui sont cadres, des femmes qui sont médecins. On est aussi dans des milieux sociaux, culturels qui sont CSP++, comme on dit. Personne n'est épargné. Néanmoins, il y a quand même des facteurs aggravants. Donc, on sait que 20% des femmes qui subissent la violence ont moins de 25 ans. Donc, c'est un facteur aggravant, parce que parfois, elles sont aussi coupées, isolées économiquement de leur famille. Et si en plus, elles sont jeunes, forcément, comme on verra que l'emprise est aussi basée sur la domination, c'est plus simple d'asservir des jeunes femmes. La situation de handicap, malheureusement, fait qu'elles subissent plus facilement des agressions, surtout sexuelles. Et puis, la dépendance affective et économique. C'est aussi une des raisons pour laquelle la femme ne quitte parfois pas son mari, soit parce qu'elle dépend économiquement de lui, elle ne travaille pas, elle n'a jamais travaillé. Affectivement, il peut y avoir une forme de dépendance, et puis à cause de l'emprise, on verra le mécanisme de l'emprise, il y a une forme d'attachement comme d'un drogué avec sa drogue. 9 femmes sur 10 connaissaient leur agresseur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on convoite ce que l'on a sous les yeux. On envie ce que l'on a sous les yeux. Il faut bien être sous les yeux d'un agresseur pour qu'il puisse commencer à nous voir et après s'intéresser à nous. Du côté de l'agresseur, c'est la même chose. On n'a pas... c'est d'agresseur type, c'est monsieur tout le monde, tout milieu socio-culturel, il n'y a pas forcément de statut particulier. Il y a là aussi des facteurs d'aggravation. On sait que chez les hommes qui vont se retrouver en chômage, ils peuvent se sentir dévalorisés, donc inférieurs, et donc ils vont potentiellement chercher à exercer un pouvoir. Parce qu'on verra que dans tous les cas, il y a toujours un déséquilibre dans la relation, un rapport de domination et de pouvoir. Il y a de la dominance, d'accord. Il y a quelque chose aussi qui est fort marqué, en tout cas, moi qui suis en thérapie, ces hommes ne viennent pas en thérapie. Ils ne changent pas. Et ils ne viennent pas en thérapie puisqu'ils ne reconnaissent même pas leur part de responsabilité. Généralement, ils pensent que ça vient de l'autre et que tout va bien chez eux. Donc forcément, derrière, c'est des personnes qui ne sont pas accompagnées, voire il faut vraiment qu'il soit trop tard pour qu'ils s'en rendent compte. Dans tous les cas, il y a donc une relation déséquilibrée, de dominant à dominé, de supérieur à inférieur, et
la culpabilité est inversée, puisque c'est la femme qui se sent coupable. En tout cas, on a bien fait comprendre que c'était de sa faute si elle subissait la violence. Et on a en contraire en face une personne qui va s'assumer de ne pas être punie. D'accord ? Il y a une notion de domination, d'impunité. Je ne suis pas le coupable. D'ailleurs, il peut aussi avoir une image incroyable à l'extérieur et à l'intérieur être un père de famille absolument très violent. Alors, la violence conjugale. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la violence conjugale? Alors, on va retrouver plusieurs formes de violence. Il y a encore quelques années, quand on parlait de violence conjugale, on parlait des femmes battues. Donc, c'était la violence physique. Et la violence conjugale se limitait à ça. Aujourd'hui, il y a d'autres formes de violence qu'on a identifiées, qu'on retrouve dans l'enquête en Envers. Donc, il y a la violence verbale, on verra ce que c'est, la violence psychologique, on verra ce que c'est, la violence physique, la violence économique, la violence administrative, la violence sexuelle. Donc, voici quelques affirmations, questions-affirmations qui ont été un peu retenues dans l'enquête en Envers. C'est aussi une façon pour vous de vous positionner. Est-ce que vous subissez ou pas la violence? Alors, la violence verbale, comme vous pouvez vous y attendre, il s'agit de tout ce qui est insulte. Donc, des insultes sur le physique, sur l'intellect, sur la situation familiale, voilà, insulter, injurier. La violence physique, dès qu'on vous critique, dévalorise, humilie à la maison, devant les enfants, mais aussi en public, devant les amis, devant la famille. Dès qu'on vous fait des remarques désagréables sur votre apparence physique, qu'on vous impose des façons de vous habiller, coiffer, vous comporter en public, c'est-à-dire vous ne pouvez pas mettre de jupe, ou au contraire, on vous demande de vous maquiller, de vous mettre en jupe. Enfin, vous n'êtes pas libre de votre image, d'accord, et des vêtements que vous avez portés, du maquillage. On vous empêche de voir vos amis, votre famille, ou bien on va les dévaloriser. Donc là, c'est quand il y a une forme d'isolement. On va retrouver ça dans l'emprise. La personne est jalouse, possessive en permanence, elle va contrôler votre téléphone, les textos, le courrier. Elle pète les plombs quand quelque chose lui déplaît. Elle décide sans vous prévenir de certains projets de couple, donc achat voiture, vacances. Elle vous empêche de parler à d'autres hommes, c'est une forme de jalousie excessive, ne tient pas compte ou méprise ou rabaisse votre opinion. Vous dit comment vous devez penser devant d'autres personnes. Elle se moque de vous en public, exige de savoir où vous êtes et avec qui vous êtes. Elle va jouer du silence radio, du mépris, elle va cesser de vous parler. L'ignorance, c'est ce qu'il y a de pire dans un couple. L'ignorance, en fait, on peut avoir des marques d'attention négatives, et on verra que la femme préfère recevoir parfois des marques d'attention négatives parce que c'est toujours une forme d'attention sur elle. L'ignorance, c'est ce qu'il y a de pire, vous n'existez plus. Le chantage affectif, manipuler, menacer de se suicider, on va retrouver ça assez souvent, profère des menaces de mort à votre rencontre, vous a menacé de s'en prendre aux enfants ou bien de vous priver de garde. Malheureusement, on retrouve souvent les enfants au niveau des problèmes de violence ou en tout cas des négociations, et il peut y avoir une forme d'intimidation sur la garde, sur qui va récupérer la garde. Vous éloigne de vos proches, vous fait culpabiliser, dit que c'est de votre faute, vous traite de folle si vous lui faites des reproches. Donc ça, c'est la capacité à retourner la culpabilité et la responsabilité sur vous. On verra ça dans l'emprise. Violence économique et administrative. Donc d'abord économique, vous ne travaillez pas, vous êtes sous la dépendance économique d'un homme, ou alors vous travaillez mais il va vous limiter l'accès à l'argent et au compte en banque. Il vous empêche d'acheter ce que vous voulez alors que vous travaillez. C'est-à-dire que vous voulez vous acheter un pull, vous n'y avez pas le droit, ou alors vous allez avoir juste une petite enveloppe avec de l'argent. Voilà, et on va vous donner 50 € ou 100 € pour vous débrouiller sur le mois. Et là-dedans, il y a, on va dire, les courses pour la famille. Et puis, si vous voulez faire un petit plaisir, il faut vous débrouiller, il faut vous faire vos économies, alors que pourtant, vous travaillez. Il vous empêche de travailler, il vous force à vous occuper des enfants, il vous prive de vos papiers. Ça, c'est pour tout ce qui est violence administrative. Donc, il vous prend vos passeports, votre carte d'identité. Vous n'y avez pas le droit, donc vous ne pouvez même pas partir. La violence physique, ça forcément celle qu'on connaît le mieux aujourd'hui. Il s'en prend aussi à vos enfants. Il lance des objets contre vous, il casse de la vaisselle, tape dans les murs. Alors, souvent, j'entends des femmes qui me disent « il ne m'a pas frappé ». Souvent, c'est quand il y a de la violence psychologique. Mais il y a une forme de violence qui est physique parce qu'en fait, il casse régulièrement de la vaisselle, il tape dans les murs, il va détruire une porte. C'est une forme de violence qui est physique, puisque déjà lui se fait mal, mais physiquement, il s'attaque à quelque chose. Ce n'est pas vous, mais il s'attaque quand même physiquement à quelque chose. Donc, il règne en tout cas un climat de violence physique.
Il vous a empoigné ou bousculé, il vous a giflé, il vous a empêché de rentrer chez vous, il vous a enfermé, mis à la rue ou bien vous a laissé sur le bord de la route. C'est une dame qui l'accompagne qui dit en fait, voilà, au milieu de nulle part, il lui a dit tu descends et il l'a laissé là comme ça se débrouiller. Ça, c'est très violent. Il vous a menacé à l'aide d'une arme, il vous a étranglé ou tenté de vous tuer. J'ai malheureusement beaucoup de femmes qui vivent la violence psychologique et qui, quelque part, refusent de voir cette violence physique et qui disent « j'ai été étranglée ». J'ai été plaquée au sol et étranglée. Donc, il n'y a pas de coup, mais j'ai été étranglée jusqu'à me demander si je n'allais pas m'évanouir. Les violences sexuelles, on va retrouver tout ce qui est viol, conjugal. Donc, utiliser la force pour avoir des rapports sexuels avec vous. Vous a imposé des gestes sexuels, des pratiques sexuelles que vous refusez. Donc, il y a des pratiques que vous n'aimez pas et malgré tout, vous les faites. Enfin, on vous force à les faire. Parce qu'on va aussi forcément vous faire du chantage. Si vous ne faites pas, si tu ne fais pas, je vais te tromper. Si tu ne fais pas, je vais te quitter. Donc, c'est une forme de chantage. Vous impose de regarder du porno ou à filmer vos ébats. Menace de diffuser des photos de vous. Voilà pour la violence conjugale. Alors, voilà ici un violentomètre, ce qui beaucoup de mal à prononcer ce mot, violentomètre, d'accord, que vous pouvez retrouver. Si vous êtes en couple, mesdames, regardez bien ce qui va suivre et essayez de voir où vous êtes situé. Alors forcément, si vous êtes dans un vieux couple et que vous n'avez jamais dit stop, et bien vous laissez toute l'occasion à l'homme de mettre en place son emprise sur vous. Donc, la relation est saine si il respecte tes désirs, tes goûts, tes opinions, il accepte tes amis, ta famille, il a confiance en toi, il est content quand tu te sens épanoui, il s'assure de ton accord pour ce que vous faites ensemble, il t'encourage, te valorise, respecte tes choix, il te laisse disposer d'activités propres. Donc là, tout va bien, mesdames, d'accord? Vous pouvez continuer sereinement votre relation. Il y a de la violence. On commence à y avoir de la violence quand il te fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose. Il rabaisse tes opinions et tes projets. Il critique ton corps. Il te dénigre et se moque de toi en privé. Il est jaloux et possessif en permanence. Il te manipule. Il contrôle tes sorties, tes habits, ton maquillage. Il fouille dans ton téléphone, mail, SMS. Il insiste pour que tu lui envoies des photos intimes. Il t'isole de tes proches, de tes amis. Il t'oblige à regarder des films porno. Il contrôle ton argent, tu ne peux pas acheter ce que tu veux. Il décide sans te concerter il va décider en fait des projets de famille. Voilà, je vais acheter une voiture, il va décider des vacances, il ne va pas vous concerter. Ou si vous vous concertez que malheureusement vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous allez vite comprendre que ça ne va pas bien se passer quand il va vous faire une crise. Donc là, on est déjà en couleur orange. Il faut tout de suite dire stop et recadrer. Sinon, vous partez dans l'escalade. Vous risquez fortement. Alors, soit ça va continuer peut-être dans une forme de violence psychologique, soit potentiellement vous pouvez tomber dans la violence physique ou sexuelle. Donc tu es en danger, donc demande de l'aide si il t'humilie et te traite de folle quand tu lui fais des reproches. Il pète les plombs quand quelque chose lui déplaît. Il menace de se suicider à cause de toi. Il menace de diffuser des photos intimes de toi. Il te pousse, te gifle, te secoue, te frappe. Il touche tes parties intimes sans ton consentement. Il t'oblige à avoir des relations sexuelles. Il te menace d'une arme, il t'étrangle. Donc là, ça va trop loin. Vous êtes déjà arrivé dans ce qu'on appelle l'explosion de la violence. D'accord ? Vous verrez ça tout de suite après dans le cycle de la violence. Alors justement, on va parler de ce cycle de la violence qui a été théorisé en 1988. Il se passe en 4 étapes. On va d'abord retrouver l'étape de tension, puis d'explosion de la violence, enfin l'étape de justification du bourreau, de l'agresseur. Et enfin, cette fameuse lune de miel qui représente tellement dans l'emprise, puisqu'à ce moment-là, la femme va tout oublier, tout pardonner, parce qu'en fait, il m'aime, il m'aime. Alors, il faut savoir, c'est que dans tout début de relation, même avec un agresseur potentiel, il y a des débuts merveilleux. Très rapidement, vous avez l'impression d'être avec le prince charmant, d'être avec votre âme jumelle, cette personne qui vous comprend, qui vous reconnaît, elle vous complimente, elle vous encourage. Tout va trop, trop vite, d'accord? Il s'emballe, il y a de la passion, il y a des cadeaux, mais tout va trop vite. Il voudrait déjà vous présenter à ses parents. Déjà, il est déjà en train de tisser quelque part sa toile autour de vous. Et souvent,
chez les femmes, il y a cette sensation très rapidement de compréhension, d'être reconnue, mais surtout d'être protégée, d'être importante. Surtout quand il y a eu du manque affectif. Bah, si là, vous avez quelqu'un qui vous porte de l'attention, et en général, chez les agresseurs, voilà, ceux qui ont un vrai trouble aussi narcissique, à tendance perverse, ils vont repérer tout de suite leurs victimes et les failles de leurs victimes. Si vous êtes quelqu'un qui est en dépendance, on verra après les schémas de dépendance, ou en manque affectif, vous êtes la proie idéale et eux, ils vont repérer ça très très vite et donc ils vont vous envoyer parce que vous avez envie d'entendre. Si vous voulez être belle, être rassurée, vous allez entendre tout ça au démarrage. Et c'est bien parce qu'il y a cette phase de démarrage intense et incroyable que derrière, il va y avoir après les premières formes d'alerte qui vont arriver. Donc, effectivement, jusqu'à ce que vous lui apparteniez, et ça, vous lui appartenez dès qu'il y a une forme d'engagement, que ce soit un mariage, une grossesse, même si ce n'est pas désiré, un achat en commun. Et donc là, on va tomber dans ce qui est assez caractéristique, la domination, l'objectisation, vous êtes un objet, la déshumanisation, vous n'êtes plus considéré comme un humain, de toute façon, puisque vous n'êtes plus respecté dans ni votre intégrité physique ni psychologique. Alors, on va donc retrouver ces 4 phases en détail. Donc, d'abord, tout ce qui est climat de tension. C'est bien la femme qui va vivre ce climat de tension. Parce qu'en fait, il va commencer à vous faire des reproches, à vous faire des critiques, à être énervé, à péter les plombs pour rien. Donc, c'est les enfants qui font du bruit, ils ne supportent pas le bruit des enfants. Vous avez mal fait à manger, c'est pas assez cuit, c'est trop cuit, bref. Et il va s'énerver aussi. Voilà, des crises qui sont pour des broutilles, en fait. Et vous ne comprenez pas trop. Vous dites, c'est quoi ces crises? C'est pas normal. Et en fait, là, il y a vraiment une tension qui est subie par la femme, ce qui est assez caractéristique. La tension monte petit à petit. Et en fait, il y a déjà un climat un peu de peur. C'est, mais qu'est-ce que je vais dire? Et la femme va commencer à s'auto-censurer. Tiens, j'ai peut-être dit un truc qui ne lui a pas plu, mais c'est peut-être ce que je lui ai dit. Déjà, elle se pose des questions sur elle. Donc, il y a une forme d'inquiétude, d'anxiété, de doute d'elle-même. Elle a peur de faire des erreurs parce qu'effectivement, là, on est encore dans le début de la relation. Potentiellement, elle a peur de le perdre. Elle va peut-être changer son comportement, voilà, s'auto-censurer pour ne pas déplaire. Cette phase de tension, elle peut durer un moment, jusqu'à ce qu'on arrive à l'explosion de la violence. Donc là, ça y est, c'est la violence qui a eu lieu, c'est le coup, le viol, les insultes, t'es une grosse conne, sale pute, grosse vache, t'as vu comment t'es grosse. Là, la violence est arrivée. Et là, en fait, ce qui se passe paradoxalement chez la femme, c'est que la tension redescend. Oui, parce qu'elle était sous tension depuis le départ. Et là, ça c'est arrivé. Et donc, la tension redescend chez elle. Par contre, il y a un sentiment d'impuissance, de honte, d'humiliation. Sa santé va vraiment commencer à se détériorer. Et là, il y a eu violence. Il y a déjà les premiers coups, et peut-être la première aller-retour, malaise, côte fêlée, des bleus, des hématomes. Voilà, c'est arrivé. S'ensuit une phase de justification où l'agresseur va se justifier en trouvant des excuses à l'extérieur ou en vous responsabilisant. Alors, l'extérieur, c'est quoi? Je suis désolée, c'était l'alcool, j'étais sous alcool, je n'aurais pas dû faire ça. Je suis désolée, j'étais énervée, c'est mon patron qui m'a agacée. Je suis désolée, je travaille beaucoup en ce moment, donc tu sais, je suis à fleur de peau. Ça, c'est toutes les excuses extérieures. Il se justifie. Ou c'est de votre faute. Mais tu vois, regarde comment tu m'as parlé, regarde ce que tu m'as fait faire. Si tu n'avais pas fait ça, tu n'aurais pas forcé à faire ça. Donc déjà, il y a une forme d'implication de la femme qui va se retrouver culpabilisée. Et donc, lui se justifie et il la culpabilise. Et elle, forcément, de plus en plus, va penser que c'est de sa faute. On va tomber dans une forme de dévalorisation. Donc, elle va forcément, il y a beaucoup de culpabilité, cherche à comprendre. Elle va pardonner, parce que là, il y a des explications qui sont données, donc elle essaie de comprendre, elle va pardonner, elle se culpabilise. Plus le cycle se répète, plus la victime s'imagine être responsable des violences. Et donc, on arrive à une forme de culpabilité et de dévalorisation. Et puis ensuite, il y a la lune de miel. Et bah forcément, il s'est justifié, il va arriver avec des cadeaux, à nouveau des compliments, attentionné, demande pardon, et il vient donc créer la confusion. Et la femme, d'un seul coup, se dit, mais il m'aime, en fait. Il est fragile, voilà, c'est vrai qu'il a vécu des choses pas drôles, mais il m'aime. Et d'un seul coup, elle va tout oublier.
Mais oui, parce que c'est tellement beau quand vous avez un cadeau qu'on vient de vous offrir, un joli week-end, alors qu'on vient de soit de vous insulter ou de vous frapper. Donc là, au niveau de la victime, il y a l'espoir. Il y a deux choses qui ressortent. Hein. C'est l'espoir et l'illusion. L'espoir qui change, l'illusion que il va changer, qu'il va se passer quelque chose et qu'il vous aime. Donc elle donne une chance. D'accord. Elle pense que cet épisode de violence est le dernier. Et elle oublie tout ce qui s'est passé. Et souvent, c'est ce qui va se passer systématiquement dans le cycle. Alors, le cycle, le problème, c'est que, hop, il va s'intensifier, s'accélérer de plus en plus. Plus la violence aura lieu au sein du couple, plus les phases vont s'enchaîner de plus en plus rapidement. Et à la fin, il n'y aura même plus de phase de lune de miel ou de phase de justification. Ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner et c'est des coups, et c'est des coups, des insultes, des insultes. Voilà un petit peu ce cycle. Je pense que c'est important de le connaître, de le repérer pour justement savoir où dire stop et savoir si vous êtes déjà potentiellement l'emprise de quelqu'un. Alors, effectivement, ce que je constate en cabinet, c'est, alors dans cette phase de lune de miel ou même après, c'est il m'aime, je ne peux pas lui faire du mal. Il y a encore des femmes qui, malheureusement, sont amoureuses de leur mari, même si elles sont violentées. Elles ne veulent pas se séparer, elles l'aiment. Et paradoxalement, entre ces phases d'amour et de haine, il y a cette croyance de dire, mais s'il me frappe, au moins il est avec moi. En fait, j'ai des marques d'attention négatives, donc c'est toujours mieux que de ne pas avoir de marques d'attention du tout. Surtout s'il y a eu un passé de petite fille ou voilà, de négligence, où il n'y avait pas d'attention. Là, j'ai de l'attention sur moi, même si c'est négatif, c'est de l'attention sur moi. Et puis, il y a aussi des femmes qui ne veulent pas faire de mal à leur mari. Ça m'a journée en cabinet. Elles vont leur trouver des excuses ou même de dire, mais oui, mais là, je lui ai mal parlé, c'est normal qu'il me parle comme ça. Donc là, il y a un gros travail à faire sur la déresponsabilisation et la responsabilité de l'homme. Alors, la différence entre dispute et violence. Déjà, je vous ai mis deux schémas. On va comparer. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que nous, petites filles, on est bercées par des contes de fées depuis qu'on est toute petite, où on nous dit que l'amour est passion, que l'amour est souffrance, que l'amour est sacrifice. C'est donc la princesse qui attend voilà, son prince charmant. Il y a ce côté très passionnel, très fusionnel, et ce côté, il faut souffrir pour aimer. Et ça, c'est typique des contes de fées. Et malheureusement, quand on tombe dans un schéma où il y a sacrifice, où il y a souffrance, on se dit mais c'est de la passion en fait. Et on confond la passion avec l'amour. La passion n'est pas forcément l'amour parce que la passion engendre des comportements parfois totalement inappropriés. Donc dans le premier schéma, vous voyez qu'il y a une notion de fusion, d'attachement, d'appartenance. Nous sommes en fusion. Et si vous comparez par rapport au deuxième schéma, on voit que de l'autre côté, il y a justement une individualité. Chacun existe et il y a quand même une partie où on se retrouve, où on va partager des choses, mais il y a une forme de liberté. Dans le premier schéma, il n'y a pas de liberté. Tout est fusion, tout est fait ensemble. Il n'y a pas de possibilité à l'autre de faire ce qu'il veut, de voir ses amis, d'avoir ses activités. Et ça, moi, j'ai beaucoup de couples comme ça, hommes ou femmes, où on interdit à l'autre d'aller voir ses amis, alors surtout si ce sont des amis hommes ou femmes, enfin surtout là pour les femmes ou hommes. Les activités doivent être limitées, il faut savoir où je vais et avec qui je vais, les SMS peuvent être contrôlés. Voilà, en fait, je n'ai pas... je suis dans un couple fusion sans avoir complètement de liberté. À l'opposé, quand je suis dans un couple sain, il y a bien mon individualité, la sienne, et nous partageons des moments de couple, des moments de famille, mais j'ai la liberté de pouvoir exprimer mes envies, mes opinions, de faire ce que je veux, mes amis, des activités. Et ça, c'est un couple sain. Donc déjà, si vous avez l'impression que vous êtes dans une forme de couple fusion, voilà, potentiellement, il peut y avoir de la fusion sans violence, mais s'il y a de la fusion sans liberté, ce n'est pas sain. D'accord ? Faites déjà attention à ça. Alors, au niveau des violences conjugales versus la dispute conjugale. Selon l'analyse transactionnelle, nous avons trois positions. Alors, excusez-moi, ce n'est pas l'analyse transactionnelle, c'est les positions de vie. Il y a trois positions qu'on va retrouver en
l'affirmation de soi, enfin même 4, qui sont la dominance, l'assertivité, la soumission et la manipulation. Pour être dans une relation équilibrée et saine, il faut bien qu'on soit dans une relation d'équité, d'égalité. Ça veut dire j'ai de la valeur et l'autre a de la valeur. Nous sommes au même niveau. Il n'y a pas de déséquilibre. Dans la relation saine, je suis au même niveau que l'autre. Donc, si je suis au même niveau que l'autre, nous avons la même valeur, ça veut dire que je te respecte, mais tu dois me respecter parce que je me respecte moi-même. Ça veut dire que tu as des opinions, des droits, des valeurs, des sentiments, un désaccord, mais que moi aussi, j'ai des besoins, des envies, des valeurs, des opinions. Tes opinions, tes besoins ne sont pas au-dessus des miens et les miens ne sont pas au-dessus des tiens, parce que nous avons la même valeur. Donc, dans un couple qui est sain, la dispute conjugale, on a la même valeur. Donc, je te respecte, tu me respectes, il va y avoir une notion de compromis, de débat, de discussion. Si effectivement on décide d'aller au cinéma ce soir, parce que j'ai envie d'aller au cinéma ce soir, potentiellement on va décider que demain ou la semaine prochaine, on ira à la piscine, parce qu'en fait, tu as décidé d'aller à la piscine. D'accord ? Il y a vraiment cette notion de compromis, de débat. Et surtout, il n'y a pas de peur. On n'a pas peur de s'affirmer. On n'a pas peur d'exprimer son idée. On n'a pas peur d'exprimer un désaccord. On n'a pas peur parce que de toute façon, l'autre n'est pas au-dessus de moi, que j'ai la même valeur et que mes opinions ont autant de valeur. Dans la violence conjugale, on appelle le couple totalitaire, en opposition avec le couple démocratique, il y a de la domination, donc il y a un dominant et un dominé. D'accord ? Donc, on est bien dans une relation qui est déséquilibrée. Tu as moins de valeur que moi. Donc, il n'y a jamais de réciprocité. Et surtout, il y a la peur qui règne, la terreur peut-être même. Si j'exprime mon opinion, si j'exprime que je ne suis pas d'accord avec lui, eh ben ça va aller au clash, parce qu'en fait, il n'écoute absolument pas mes besoins, puisqu'il estime qu'il a plus de valeur. Donc, il y a cette notion d'écrasement de l'autre. Voilà la différence entre la violence conjugale et la dispute conjugale. Alors, pourquoi je reste ? Les mécanismes de l'emprise. Donc, je reste potentiellement parce qu'il y a la dépendance économique. Je ne travaille pas. Malheureusement, c'est difficile pour moi, mais forcément, vous pouvez aussi être accompagné. On verra qu'il y a plein de possibilités. Il y a la dépendance affective. Il peut y avoir une certaine forme de dépendance qui fait que je ne me sens pas capable de m'occuper toute seule d'une maison, de tout ce qui est administration, parce qu'en fait, il ne m'a jamais rien laissé faire. Il a toujours tout maîtrisé. Et moi, je ne sais rien faire. Donc, je ne me sens pas capable. Je me dis, mais j'y arriverai jamais. Il y a peur pour les enfants. Combien de femmes restent pour les enfants ? On dit tout le temps que les enfants, on ne reste pas pour les enfants. Ce n'est pas une bonne excuse. Et puis, il y a ce phénomène de l'emprise. Le phénomène de l'emprise, c'est, en gros, amener l'autre petit à petit à sa responsabilité. C'est toi la responsable. Moi, je ne suis pas responsable. Tout ce qui se passe, c'est de ta faute. L'emprise va reposer sur 5 mécanismes. Alors, il y a quand même déjà le cycle de la violence qui favorise l'emprise, ce côté haine-amour qui crée de la confusion, de la dépendance. Mais on va retrouver 5 mécanismes de l'emprise. Le premier mécanisme, c'est l'isolement. Donc, l'isolement, vous allez être isolé de vos amis, de votre famille, de votre travail, soit au niveau de l'administration, excusez-moi, administrativement, pardon. Vous êtes un peu coupé tout ça, vous savez vous occuper de rien, donc forcément derrière, il y a une forme d'isolement quand même aussi. Ça, c'est assez typique de l'emprise. Ensuite, ce qui est typique de l'emprise et qu'on retrouve systématiquement, c'est la dévalorisation et le mépris. D'accord ? Dévalorisation ou mépris. Le mépris fait autant de mal. L'ignorance, le fait de te mépriser, de ne même pas m'adresser à toi, de ne même pas te regarder quand tu me parles, c'est de ne pas répondre à tes messages. C'est une forme de... Voilà, c'est méprisant. Il y a l'inversion de la responsabilité. Ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est la capacité qu'a l'agresseur à rendre la victime responsable. C'est de ta faute si je t'ai frappé. C'est de ta faute si je t'ai insulté. C'est parce que tu as fait ça, parce que tu as dit ça, parce que tu m'as contredit, parce que ton poulet n'était pas cuit. Voilà, c'est vraiment une inversion de la responsabilité. Il y a le fait d'instaurer un climat de peur, de terreur, d'insécurité, en usant des menaces. Je vais te tuer, je vais te retirer la garde des enfants,
ou sinon, de toute façon, je vais me suicider, ça sera de ta faute. Il y a vraiment, c'est assez caractéristique de l'emprise, c'est la terreur. La femme a peur. Elle a peur de partir. Elle ne sait pas ce qui va lui arriver, elle ne sait pas s'il va faire mal aux enfants. Et puis, il va travailler son impunité et trouver des alliés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux yeux des autres, c'est parfois l'homme idéal. Il va faire en sorte d'avoir une vitrine parfaite, professionnellement, amicalement. Personne ne voit que ça ne va pas, ou très peu. Mais à l'intérieur, quand les portes sont fermées, les volets sont fermés, les rideaux sont poussés, c'est tout à fait différent. Alors, d'où cela vient? Moi, je vais vous faire un peu voilà, une analyse du point de vue de la thérapie des schémas, parce que c'est ma thérapie, c'est celle que j'utilise en accompagnement. Donc, d'abord, je vous ai dit, il y a forcément un rapport de dominant à dominé. Il y a de la dominance. Il y a un déséquilibre de positionnement. Il y en a un qui se met au-dessus de l'autre. Là, forcément, c'est l'homme pour la femme. On va retrouver forcément, du coup, des personnalités narcissiques. Narcissique à tendance perverse. On parle du fameux pervers narcissique, je vous en parlerai après, mais il y a des troubles de la personnalité ou des personnalités narcissiques. Ces personnalités, pour se sentir supérieures, elles vont soit se mettre au-dessus des autres, pour se sentir supérieure, il faut bien que je sois au-dessus des autres, ou elles vont au contraire rabaisser et dévaloriser les autres en les humiliant, elles vont les mettre plus bas qu'à terre. Donc du coup, elles se retrouvent au-dessus. Donc plus je suis au-dessus des autres, soit en les dévalorisant, en les humiliant, soit en me faisant mousser, en me mettant en dessous d'eux, plus ça me prouve que j'ai de la valeur. Chez les personnalités narcissiques, on va retrouver deux types de profils par rapport à l'enfance. Soit le profil fragile, qui est un enfant qui a connu une forme de maltraitance, de grande faille narcissique, de carence affective, qui a été castré par sa mère. Son père, voilà, la mère a un rôle à jouer, forcément, ou qui a subi de la maltraitance, de la négligence. Donc forcément, dans les profils agresseurs, on a des enfants qui ont été agressés ou qui ont été effectivement en souffrance. Ou on va avoir l'enfant typique qui est un enfant roi, avec tout lui était dû, tout lui était permis. Donc forcément, il a grandi avec cette croyance qu'il avait plus de valeur que les autres. J'ai été élevé comme un roi, je suis un roi. Et là, on est dans une forme beaucoup plus narcissique. De l'autre côté, on est sur un profil fragile. En fait, il va compenser sa faille narcissique en dévalorisant les autres. Chez l'enfant roi, il a grandi au-dessus des autres et en fait, il est au-dessus des autres pour lui. Il n'en a même pas conscience, probablement. Et puis, on va retrouver aussi tout ce qui est reproduction ou compensation d'un schéma abus, de violence ou d'assujettissement. Donc, si on prend l'agresseur, peut-être qu'il a vu à un moment donné, il a été lui-même peut-être agressé et donc il a reproduit ce schéma où il devient lui-même agresseur. Ou alors il a vu un modèle familial ou parental où papa agressait maman et il reproduit ce schéma. Soit on peut aussi compenser les schémas. Alors, compenser les schémas, c'est si en fait j'ai été agressée, j'ai été agressée, je deviens agresseur, je compense le schéma. Par contre, quand je reproduis un schéma, c'est que potentiellement j'ai vu papa qui battait maman, je reproduis le schéma. Alors, on entend parler en ce moment beaucoup de pervers narcissiques. Faut prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Ils représentent 1 ou 2% de la population. Ils ne sont même pas dans le DSM. Le DSM, c'est le manuel des psychiatres. Ça va peut-être y arriver. On va plutôt parler de personnalité narcissique à tendance perverse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve ce pervers narcissique partout. Moi, quand j'ai une femme qui a subi de la souffrance psychologique, elle me dit systématiquement, c'est un pervers narcissique. Alors, peut-être, mais souvent c'est peut-être pas, puisqu'il ne représente que 1 à 2%. Par contre, on va tomber plus facilement sur des troubles de la personnalité narcissique, sur des troubles borderline, où c'est des gens qui sont en dépendance affective. Et il va y avoir aussi des troubles de la personnalité antisociale, le trouble de la personnalité antisociale. Donc, je vous en ai présenté quelques-uns. Après, c'est bien plus complexe que ça. Un cas n'est pas un autre. Il y a plein de choses qui sont liées à l'enfance et on ne peut pas non plus mettre les gens dans des cases. Donc, moi, je présente ça. Il faut aussi prendre un peu de recul. Gardez en tête que le pervers narcissique ou le trouble de la personnalité narcissique se place au-dessus des autres. Ils aiment voir, surtout le pervers narcissique, il adore voir l'autre souffrir.
Il jouit de la destruction de l'autre. Hein. Ils ne souffrent pas, ils n'ont aucune empathie. Ils font du mal en conscience pour jouir. Et ces gens-là, on les retrouve rarement en cabinet. Un trouble de la personnalité narcissique, il ne va pas en cabinet parce qu'il est au-dessus de ça. Hein. Il estime, d'ailleurs, il va dire non, mais les psys sont tous des malades, tu n'as pas besoin de ça, c'est bon. Voilà. C'est vraiment typique du trouble de la personnalité narcissique qui, déjà, là, se met au-dessus du thérapeute. Hein. On a le trouble de la personnalité antisociale, alors voilà, on va retrouver les délinquants, le grand banditisme, forcément, ils ont ce trouble-là. Et il y a aussi les psychopathes. Si un psychopathe a forcément un trouble de la personnalité antisociale, alors que l'inverse n'est pas vrai. Donc, ces personnes ne considèrent pas les droits des autres. Ils commettent souvent des actes illégaux et trompeurs. Il faut savoir quand même, c'est qu'aux États-Unis, il y a une étude qui a été faite. 21% des chefs d'entreprise ont été diagnostiqués comme psychopathes. Donc forcément, potentiellement, avec un trouble antisocial. Et puis, on va retrouver un peu dans la partie des gens fragiles, le trouble de la personnalité borderline, les dépendants affectifs. Alors, ces gens-là peuvent être aussi violents, mais l'objectif potentiellement n'est pas de faire mal à l'autre. En fait, ce sont des mécanismes de protection pour se défendre eux-mêmes. Ce sont souvent des gens qui malheureusement n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux, se dévalorisent énormément, ils souffrent, ils sont hypersensibles et parfois vont faire du mal inconsciemment, mais pour se protéger. Donc, et moi, je trouve dans les personnes que j'accompagne, souvent, on a soit un trouble de la personnalité narcissique, mais il peut y avoir des troubles de la personnalité borderline, qui sont, voilà, ils vont faire du chantage affectif parce qu'en fait, ils ont tellement peur d'être abandonnés qu'ils vont faire de la victimisation. Ou, au contraire, ils vont se positionner comme sauveurs. Alors, le pervers narcissique peut faire ça aussi, puisqu'il joue des rôles. Hein. Mais on va dire que le borderline, il fait plus pour se protéger parce qu'il a peur de souffrir. Les deux autres, pervers narcissiques, qui font du mal volontairement, ils s'en foutent. Hein. Antisocial, il fait du mal aussi volontairement, mais il n'en a même pas idée. Quoi. Et puis, chez les femmes, qu'est-ce qui explique qu'on les retrouve dans la violence? Il y a plusieurs schémas. En tout cas, moi, j'ai constaté ça en cabinet. Les schémas que je retrouve systématiquement, c'est le manque affectif. Donc, quand malheureusement, il y a eu des carences affectives dans l'enfance. Le schéma abus, donc quand j'ai été agressée, frappée, ou quand j'ai vu maman être agressée, frappée. Le schéma abnégation ou assujettissement, c'est quand j'ai appris à me sacrifier ou je suis trop portée sur les besoins des autres plutôt que sur mes propres besoins. Dans l'assujettissement, en plus, je suis asservie à quelqu'un, assujettie. Il y a des enfants qui ont été asservis à leurs parents, une maman qui était hypercastratrice, par exemple. Il y a le schéma de dépendance, fusion. C'est tout ce qui est lié à l'autonomie. L'enfant n'a pas appris à s'autonomiser, il dépend de quelqu'un. Et forcément, quand il va devenir adulte, il va garder ce schéma de dépendance, il va dépendre de son conjoint. Et forcément, on va retrouver un schéma abandon. Si vous êtes dépendant à quelqu'un ou en fusion avec quelqu'un, vous avez peur qu'il vous abandonne. Il y a le schéma peur du danger ou vulnérabilité, qui est là aussi lié à l'autonomie. Hein. Je vois le danger partout et je ne suis pas sûre que je vais pouvoir m'en sortir. Et il y a le schéma de recherche de reconnaissance, des femmes qui forcément veulent exister dans les yeux de l'autre. Voilà au niveau des schémas. Si vous voulez en savoir plus sur les schémas, vous pouvez aller voir sur ma page YouTube. En fait, j'explique tous les schémas. Alors, l'attirance des schémas. On a donc 18 schémas. Chaque schéma est lié à des besoins affectifs qui n'ont pas été nourris pendant l'enfance. Et les schémas s'attirent irrésistiblement. Donc, j'accompagne une dame qui malheureusement a été maltraitée quand elle était petite fille. Elle était frappée vraiment violemment, violentée. Trois maris qui la frappent. Et bizarrement, elle me dit, mais en fait, quand je rencontre un homme qui est gentil avec moi, je le fuis, quoi, ça me dégoûte, je n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette attirance, cette alchimie, cette attirance sexuelle entre les schémas. Vous allez toujours être attiré par le même genre d'homme et potentiellement qui va activer votre schéma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, si j'ai un schéma abandon, bizarrement, je vais attirer à moi des hommes qui ne sont jamais là ou qui vont me tromper, qui vont me donner l'impression d'être abandonné. Si j'ai un schéma abus, je vais peut-être potentiellement soit compenser ou soit reproduire mon schéma abus en trouvant quelqu'un qui va me maltraiter ou c'est moi qui vais le maltraiter. Si j'ai un schéma imperfection, donc c'est quand on a été vraiment critiqué quand on était petit, bizarrement, j'attire à moi des gens qui vont me critiquer, etc., etc. Donc, faites très attention.
quand vous choisissez votre partenaire. Extrêmement attention. Ça ne doit pas aller trop vite. Vous devez prendre le temps de le connaître et de vous rendre compte si effectivement la relation est saine ou pas. Laissez la chance aux partenaires pour lesquels vous avez un peu moins d'attirance physique ou sexuelle, parce que potentiellement, ça veut dire qu'ils n'ont pas le schéma, justement. Le schéma qu'il ne vous faut pas. Voilà pour l'attirance. Alors, les conséquences sur la femme, les conséquences sont désastreuses. Il y a des conséquences psychologiques, physiques, au niveau de la santé sexuelle, des maladies, excuse-moi, j'ai fait une faute là, j'ai mis un S sexuel, pas grave, des maladies de la somatisation. Donc, au niveau psychologique, il y a l'estime de soi qui n'existe plus, de dévalorisation permanente. Il y a des troubles anxieux, il y a des troubles de l'humeur, il y a des troubles addictifs, il y a des troubles du comportement alimentaire, il y a du stress post-traumatique, des tentatives de suicide, de l'insomnie, de l'irritabilité. Tout ça, ça fait partie des conséquences psychologiques. Au niveau physique, vous imaginez bien qu'il y a plein de choses, des fractures, des brûlures, des traumatismes cérébraux, etc., des blessures à l'abdomen et parfois le handicap. Au niveau de la santé sexuelle, on peut avoir une déformation pelvienne, des douleurs pelviennes, hémorragie, des grossesses non désirées, des infections vaginales, urinaires, des fausses couches, des avortements, des MST, le sida aussi potentiellement. Et au niveau des maladies, la somatisation, il y a plein de choses. On va retrouver les problèmes de rein, l'arthrite, le diabète, le cancer, l'asthme. Il peut y avoir aussi de la psychosomatisation, énormément. Alors, la prise en charge. Que faire si vous subissez la violence à la maison? D'abord, je quitte le domicile conjugal. Et pour ça, je vois si j'ai des amis, de la famille. Sinon, je contacte une assistante sociale. Je sais préparer ça à l'avance. Sinon, il y a aussi des centres d'hébergement de secours que vous pouvez trouver via des numéros de secours ou à la JAR. Vous déposez une plainte, d'accord, auprès du commissariat ou de la gendarmerie. Vous faites constater vos blessures à l'hôpital avec un médecin généraliste ou un médecin légiste. Vous récoltez le maximum de témoignages et vous consignez tous les faits de violence par écrit. Demandez des mesures de protection auprès du juge aux affaires. Demandez des blocages anticipés des épargnes salariales si vous avez, bien sûr. Voilà quelques autres informations importantes. Donc, les numéros d'urgence, le 112, le 17 pour police secours, le 15 pour le SAMU, 18 pour les pompiers. SMS, c'est le 114. Vous avez une plateforme au niveau du gouvernement qui est disponible 24 heures sur 24 pour signaler un viol, une agression. Il vous suffit de taper plateforme du gouvernement pour agression ou violence conjugale. Vous avez des structures d'hébergement et d'accueil. Pour ça, vous pouvez appeler le SAMU social au 115, une assistante sociale ou bien la JAR. Sur Valenciennes, il y a plusieurs aussi associations. Vous faites constater, déposez une plainte, Donc, les blessures à l'hôpital, médecin généraliste, légiste, sage-femme. Portez plainte au commissariat de police ou gendarmerie. Vous avez jusqu'à 6 ans pour déposer une plainte. Aide aux victimes, vous avez le 3919 qui est un numéro spécialement dédié pour la violence faite aux femmes. Le 116 006, numéro d'aide aux victimes, d'accord. Je vous ai mis une adresse mail, vous regarderez. L'association du réseau France Victimes, via le numéro 116 006. L'assistante sociale, l'avocat thérapeutique, le SAVU, service d'aide aux victimes d'urgence. Ouvrez un compte en banque si vous n'en avez pas. Demandez une ordonnance de protection auprès du juge des affaires familiales, forcément derrière, pour voir s'il y a un bracelet à mettre en place. Ou pas. Et bien évidemment, vous faire entourer. Vous faire entourer de spécialistes, vous faire entourer de thérapeutes. Soyez entouré par vos amis. Ne restez pas seul. Voilà, je pense que nous en avons terminé avec cette vidéo qui était donc une retranscription de la conférence du 8 mars. Bien sûr, il n'y avait pas d'interaction dans cette vidéo. N'hésitez pas, je vais la mettre sur YouTube, je vais la mettre sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, vous pouvez m'adresser vos questions directement sur YouTube ou sur les réseaux ou m'appeler en MP. Moi, aujourd'hui, j'accompagne surtout les femmes en violence psychologique, la dépendance affective, quelques borderline modérés, bien évidemment. J'ai effectivement quelques cas de traitance physique. Elles sont plus rares, en tout cas moi, au niveau de mon accompagnement, mais j'en ai aussi. Donc, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous conseiller, en tout cas. Prenez soin de vous et à très bientôt.